Bonjour à tous. Merci de votre participation donc, à ce webinaire restructuration et entreprises en difficulté. Alors, donc moi, je suis Aurélie Lodi de Syndex Aquitaine basée à Bordeaux. Et Philippe, je te laisse. Oui, et donc Philippe Richard également à Syndex Aquitaine à Bordeaux. Alors, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre site la semaine prochaine. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous envoyer le support de présentation. Alors, c'est un webinaire, du coup, vous avez la possibilité, pendant notre intervention, de nous poser des questions via le module tout en dessous de la Q&R, questions-réponses. Donc, au fur et à mesure de la présentation, on essaiera de répondre à vos questions. Et puis, on se gardera un petit temps aussi également à la fin pour tout éclaircissement que vous jugerez utile. Ce webinaire, on a choisi de le faire pour la plupart des personnes qui sont là nous connaissent, mais en anticipation des éventuelles restructurations et difficultés que vous pourriez rencontrer dans vos entreprises. L'idée, c'est que vous soyez au fait des principales questions et des principaux accords que vos directions sont susceptibles de vous proposer dans la période de difficultés économiques actuelles et que vous puissiez anticiper au maximum. Donc, c'est un webinaire qui se fait en 2 temps, qui est une première partie sur plutôt les accords d'entreprise, tout ce qui est accord de performance collective, rupture conventionnelle collective, voire plan de sauvegarde de l'emploi et plan de départ volontaire. Et une seconde partie plus sur les entreprises en difficulté et ce qu'on appelle les procédures collectives, donc redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Donc, je vais laisser sur la première partie la parole à Philippe et puis vous n'hésitez pas à intervenir via le module questions-réponses. Alors, en introduction, on va vous évoquer déjà le premier élément, c'est essayer en tant que CSE de pouvoir appréhender le niveau de difficulté de l'entreprise. Puisque on est en période de crise sanitaire qui a été assez difficile et qui peut conduire à certaines difficultés économiques. Et ça notamment puisque cette crise sanitaire a amené une baisse d'activité assez générale, alors qui peut être à des niveaux un petit peu différents selon les secteurs d'activité, mais néanmoins qui ont affecté donc plus ou moins fortement l'activité, c'est-à-dire à la fois les commandes et le chiffre d'affaires sur tous ces mois de mars à mai et encore potentiellement en juin et sur les mois futurs si les commandes ne repartent pas à la hausse. Et cette baisse d'activité, elle impacte évidemment la performance opérationnelle de l'entreprise, sa profitabilité, puisque moins d'activité, c'est souvent moins de marge et donc un résultat qui peut être déficitaire et de façon assez importante, ce qui signifie derrière un déficit, ça veut dire qu'au niveau trésorerie, il peut y avoir une baisse de la trésorerie, voire de grandes difficultés sur cette trésorerie, c'est-à-dire les moyens financiers qui sont disponibles, à la fois pour l'activité courante de l'entreprise et puis plus globalement pour les projets qui étaient en cours d'investissement ou de remboursement de prêts qui étaient à venir prochainement. Donc, pour les représentants du personnel, il est essentiel déjà de savoir où en est l'entreprise en termes de résultats à mi-année 2020 et en termes de niveau de trésorerie, parce que ça peut être un élément important et peut-être le plus facilement détectable. Alors, ensuite, au-delà de cet élément assez simple à suivre, si vous pouvez disposer des éléments, c'est d'aller à un autre niveau qui est de comprendre ce que sont les difficultés de l'entreprise.
ça peut être des difficultés simplement passagères et du coup absorbables par l'entreprise, parce que la baisse d'activité de mi-mars à fin mai, finalement, repart assez vite à la hausse sur le mois de juin et sur les mois futurs, et que finalement, hormis une perte sur ces quelques mois-là, finalement, l'entreprise va se redresser rapidement et donc pas de problème. En revanche, ça peut être une difficulté conjoncturelle qui perdure encore dans le temps, avec des commandes qui ont des difficultés à repartir à la hausse et qui peuvent générer une baisse de chiffre d'affaires assez longue dans le temps. De plus, ces difficultés conjoncturelles, elles peuvent s'ajouter à des difficultés plus structurelles qui préexistaient déjà. Et c'est sûrement ce qui va faire la différence entre les entreprises qui vont plutôt bien s'en sortir, puisque si la rentrée ne se passe pas trop mal, au mois de septembre, sachant qu'il y a encore des interrogations, mais il va y avoir une reprise. Elle pourra être suffisante pour les entreprises qui se portaient suffisamment bien avant. Elle pourra en revanche aggraver la situation pour des entreprises qui avaient déjà des difficultés et qui vont se retrouver plus fortement en difficulté. D'où l'importance pour les représentants du personnel d'avoir bien en vue sur comment était la situation avant la crise Covid-19, donc en 2019, pour appréhender l'évolution de 2020 et de 2021. Sachant que selon ce type de difficulté, il va y avoir des réactions, des réponses différentes de l'employeur. Ça peut être l'activité partielle qui a été mise en place sur les mois derniers avec des aides particulièrement importantes de l'État pour passer cette période difficile, ou une activité partielle, on y reviendra, plus longue, ce qu'on appelle la PLD, longue durée, ou nouvelle modalité de l'ARME, l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi. Donc ça, c'est pour faire face à une baisse d'activité pendant un temps plus long. Mais il peut avoir aussi une démarche de la part de l'employeur un peu plus dure, amenant à une demande d'accord de performance collective, voire d'un nouvel accord aussi GEPP, donc anciennement gestion des emplois et des parcours. Donc cet accord peut amener aussi des demandes de mobilité, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, deux autres éléments qui là vont toucher pas seulement des efforts internes à l'entreprise, mais des demandes de suppression d'emplois de la part de l'employeur, c'est-à-dire via des ruptures conventionnelles collectives ou plan de départ volontaire, plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, ce sont ces différents éléments qu'on va vous présenter de façon un petit peu plus détaillée dans cette partie sur les outils de la restructuration pour les entreprises. Sans pour autant qu'elle soit, et ce sera la partie que vous présentera Aurélie, sur les procédures collectives, là où on a problème de trésorerie et sauvegarde, redressement judiciaire, et ce sera la deuxième partie de ce webinaire. Pour reprendre les éléments que je viens de vous évoquer, il est important de reprendre certains points parce qu'il y a eu de grandes évolutions liées aux ordonnances de septembre 2017 qui ont pu offrir aux entreprises une palette d'outils plus large pour à la fois restructurer l'entreprise et supprimer des emplois. Auparavant, l'outil majeur était le PSE, c'est-à-dire en fait les licenciements économiques collectifs, au moins 10, pouvant conduire à un plan de sauvegarde de l'emploi. Aujourd'hui, la palette elle est plus large et du coup plus diffuse et vous, représentants du personnel, il est essentiel que vous puissiez bien comprendre que si on parle d'accord de performance collective, d'accord GEPC ou maintenant GEPPMM, donc gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers, ça peut intégrer des éléments de restructuration, comme également l'accord sur les ruptures conventionnelles collectives et évidemment, vous le connaissez, le PSE.
En plus de ça, on rajoute un petit point qui est d'actualité, c'est le chômage partiel, donc, ou activité partielle, dans sa dénomination juridique, avec un nouveau financement qui a été proposé au cours de cette crise sanitaire, mais qui va continuer à perdurer dans certains cas. Alors, petit point sur ce chômage partiel, il y a eu un financement extrêmement généreux, puisque 100% financé par l'État, pour que les salariés puissent être payés 84% du net jusqu'à 4,5 fois le SMIC, et ça du 1er mars jusqu'au 31 mai. Depuis cette période, sur les 3 mois qui s'ouvrent, sur les 4 mois qui s'ouvrent de juin à septembre, l'indemnité pour les salariés reste inchangée s'ils sont mis en chômage partiel, mais le financement de l'État, lui, est plus de la totalité des 100%, mais 85%. Et il est prévu de pouvoir encore perdurer le chômage partiel pour les entreprises qui seraient toujours en baisse d'activité. Mais là, en revanche, l'indemnité des salariés sera revue à la baisse. C'est plus 84% du net, ça sera plutôt 72%. Et là, l'État participera à hauteur de 60%. Donc, ça reste un montant conséquent, plus que celui des périodes précédentes, où le chômage partiel tel qu'on le connaissait avait un dédommagement plus limité de la part de l'État. Mais évidemment, là, on se retrouve dans une situation quand même, au fur et à mesure, moins généreuse. En revanche, ça, c'est le chômage partiel, nouvelle formule depuis la crise sanitaire du décret de mars 2020. Il va être ajouté une nouvelle disposition qu'on appelle l'activité partielle de longue durée ou activité réduite pour le maintien dans l'emploi, ARM ou ARME, qui va proposer à partir du 1er juillet, donc 1er juillet dernier, la possibilité sur une période de 2 ans, pour les entreprises qui seraient en difficulté, de soit un accord de branche qui a été négocié avec consultation du CSE et une homologation de la direction du travail, pour proposer en fait une réduction du temps, alors pas totale pour les salariés, puisqu'elle serait, sachant que pour l'instant les décrets on est en projet, un temps chômé au maximum de 40% du temps de travail. C'est-à-dire que finalement, c'est dire on a une faible activité, on garde l'ensemble des salariés, mais un salarié va travailler 4 jours sur 5 ou 3 jours sur 5, donc 60% de son temps de travail minimum, et les 40%, ça sera du chômage partiel financé à 84, enfin payé 84% du net et financé à hauteur de 85%, donc le niveau actuel du chômage partiel, mais ça jusqu'à simplement fin septembre, 85% pris en charge par l'État. Et ça, donc, soit accord de branche, s'il n'y en a pas, c'est un accord négocié dans l'entreprise, pardon, et qui doit prévoir la durée d'application de 6 mois jusqu'à 2 ans et le contenu, quelle activité sera affectée, les salariés concernés, la réduction d'horaire et important, les engagements, la contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. Puisque, évidemment, cette mesure-là est faite pour préserver l'emploi. Alors, nous allons passer maintenant aux 4 points que l'on vient de voir sur les outils de restructuration dans une entreprise. Le premier outil, et qui est alors pas totalement nouveau, il est de 2017, mais il reste assez nouveau puisque pas tellement mis en pratique sur la période mi-2017 à fin 2019, puisqu'on était dans une période plutôt de dynamisme économique. Au vu de la situation de la crise actuelle, sanitaire d'abord et économique actuellement, on envisage un recours plus important des employeurs pour proposer un accord de performance collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction d'une entreprise va proposer aux organisations syndicales de l'entreprise de signer un accord pour demander des efforts aux salariés par rapport à une situation difficile. Cet accord, il est extrêmement ouvert, extrêmement large dans ses possibilités, puisqu'il peut permettre d'aménager la durée du travail, les modalités d'organisation et de répartition du travail, tout en aménageant la rémunération du travail. C'est dans ce type d'accord qu'on peut voir que des salariés à 35 heures, on leur demande de travailler 39 heures, payer 37 heures.
C'est dans ce cadre de ce type d'accord. Il y en a eu quelques-uns auparavant. On peut penser qu'il y en ait davantage dans les mois et années futures. Également, c'est un accord qui peut proposer des conditions de mobilité professionnelle, c'est-à-dire de métier. On propose des mutations de métier à des personnes, à des salariés, et des mobilités géographiques à des salariés, au-delà même du bassin d'emploi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise avec un site à Bordeaux et un site à Lille, vous pouvez demander à des salariés d'aller travailler à Lille pendant un temps. Alors, à déterminer, évidemment, dans le cadre de cet accord, énormément de choses, puisqu'il remet en cause les accords sur le temps de travail, sur la mobilité, sur le maintien dans l'emploi ou préservation, développement de l'emploi qui avaient pu être signés auparavant. Il peut remettre en cause l'ensemble de ces éléments-là. Donc, c'est un accord très important où les organisations syndicales peuvent se faire assister dans le cadre de cette négociation par un expert. Et évidemment, nous, on va dire que c'est extrêmement important puisque avant de signer cet accord, il faut se poser les bonnes questions sur d'abord le pourquoi. Pourquoi un tel accord? Est-ce que les difficultés de l'entreprise correspondent bien aux efforts qui vont être demandés aux salariés? Et ensuite, c'est avoir des contreparties. Si les salariés font des efforts en termes d'heures de travail, travaillent plus pour pas forcément gagner autant de façon proportionnelle plus, ou alors on va leur demander de réaménager, avoir des modulations hautes sur certaines périodes, très basses sur d'autres, avec dans le même temps des suppressions de primes, même conventionnelles, puisqu'elles elles ne sont plus de droit légal aujourd'hui, elles sont devenues supplétives, donc on peut les remettre en cause dans le cadre d'un accord, et notamment d'un accord de performance collective. Donc on peut supprimer des primes d'ancienneté, des primes salissures, des primes de déplacement qui sont conventionnelles, mais qui du coup ne s'appliqueraient plus dans l'entreprise. Évidemment, dans ces cas-là, il faut des contreparties fortes en termes de maintien de l'emploi sur la période, pas de PSE, pas de réduction de poste sur la période, par exemple, et on peut demander une limitation des dividendes, également des efforts au cadre dirigeant. On peut demander aussi des clauses de revoyure, de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire si l'entreprise après va mieux, comment les salariés peuvent être récompensés de leurs efforts précédents. Donc, attention à ce type d'accord. Ça peut être une bonne chose si un effort peut permettre d'attendre des jours meilleurs, mais en aucun cas, il faut que ce soit un effet d'aubaine pour les employeurs pour imposer des efforts aux salariés et qu'il y ait peu de contrepartie, ni une meilleure fortune, ni de maintien dans l'emploi. Alors évidemment, la protection pour les organisations syndicales, c'est que ça nécessite un accord majoritaire, comme tout accord aujourd'hui, c'est-à-dire 50% des voix des organisations syndicales représentatives ou au minimum 30% avec un référendum. Alors là-dessus, juste Philippe, je te complète, pardon. Ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que là, l'employeur n'a aucune obligation de vous présenter les motifs économiques, contrairement à un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire que l'employeur pourrait très bien vous demander ça sans que vous n'ayez aucune visibilité sur la situation de l'entreprise. Bien évidemment, nous, on vous conseillera fortement de conditionner ce type d'accord, en fait, à de la visibilité sur les comptes et la situation de votre entreprise pour voir concrètement quelles sont les marges de manœuvre et du coup, dans quelle mesure c'est un emploi qui peut s'inscrire dans le temps ou pas. D'où les clauses aussi de revoyure et les clauses de retour à meilleure fortune qu'on conseille. Parce que c'est un accord qui, effectivement, n'exige pas de motifs économiques, donc à la fois de dire finalement pourquoi on fait cet accord, mais qui ne l'exige pas non plus sur le fond. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien une entreprise qui finalement ne va pas si mal que ça, qui dit que oui, alors on va moins bien qu'avant, mais finalement ça va toujours assez bien, mais qui va en profiter pour exiger, demander en tout cas, négocier des efforts. Donc c'est effectivement extrêmement important que vous puissiez appréhender déjà les difficultés de l'entreprise si ces efforts sont justifiables économiquement ou pas. Donc ça, c'était
un des premiers outils. Un deuxième outil, c'est l'accord GE-PPMM, anciennement GPEC, gestion des parcours des emplois et des compétences, qui au départ n'est pas un outil de restructuration. L'accord GE-PPMM, c'est avec les partenaires sociaux, donc c'est un accord qui doit être négocié, accord majoritaire, 50% ou 30% et référendum. C'est plutôt pour partager l'évolution des emplois prévisibles à l'avenir, donc avoir une cartographie des métiers, avoir un plan de formation sur plusieurs années avec les parcours professionnels, avoir les passerelles entre métiers et se dire l'entreprise demain, elle a besoin de quel type de métier par rapport aujourd'hui, quels sont les métiers qui vont se développer, lesquels vont au contraire connaître une baisse d'activité, et du coup, comment on fait pour gérer ces mutations de l'emploi au sein de l'entreprise et éviter de virer tous ceux qui sont sur les métiers en baisse d'activité et embaucher sur les métiers qui sont au contraire en développement. Donc, comment combiner ça? Ça, c'est l'esprit de l'accord GE-PPMM. En revanche, il est néanmoins dans cet accord possible d'intégrer des dispositifs, notamment deux, qu'on appelle congé de mobilité ou mobilité volontaire sécurisée. Alors, ce sont des dispositifs qui, du coup, congé de mobilité, c'est une sorte de congé de reclassement qui est proposé dans le cadre de ces accords, donc financé par l'entreprise, et qui permet finalement d'être, sur la base du volontariat, une sorte de plan de départ. Et puis, vous avez la mobilité volontaire sécurisée. Toujours sur la base du volontariat, on peut proposer comme mesure d'aller dans une entreprise autre pour un emploi, et si ça ne fonctionne pas, on réintègre le salarié en question. Cela dit, ces accords-là, de ce fait-là, peuvent intégrer une sorte de plan de départ volontaire avec congé de mobilité, avec mobilité volontaire sécurisée, pour réduire le nombre d'emplois et de salariés, et de ce fait-là, en bénéficiant d'un régime fiscal, et ça n'était plus le cas jusqu'en 2017, entre 2013 et 2017, c'est à nouveau le cas, d'un régime fiscal et social avantageux pour toutes les indemnités de rupture, les mêmes que celles d'un PSE. Donc, du coup, on peut supposer qu'il y a certaines directions qui vont être intéressées de proposer un accord de gestion de l'emploi, mais non pas uniquement pour l'évolution des métiers, mais aussi pour y intégrer une sorte de plan de départ. Donc, attention, si on vous propose ce type d'accord, c'est bien de percevoir le contenu et que ce ne soit pas une sorte uniquement de plan de départ volontaire qui serait intégré à cet accord avec un joli nom de gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Je poursuis, sachant que là, je vous ai bien dit, sur cet accord GEPP-MM, c'est aussi un accord majoritaire. Donc, on n'est en aucun cas, et c'était vrai pour le précédent outil, on n'est pas obligé de le signer. Donc, c'est là où vous devez vous poser les bonnes questions pour dire, avant de signer, est-ce que c'est justifié, justifiable? Est-ce que le contenu nous paraît satisfaisant ou pas? Sinon, on ne signe pas. Troisième outil dont on a parlé, c'est la rupture conventionnelle collective. Donc, c'est récent aussi, depuis 2017. C'est dans le cadre d'un accord, un accord à nouveau donc majoritaire, qui peut intégrer un plan de départ volontaire, mais pas dans le cadre d'un PSE classique. Cet accord, il est aujourd'hui très ouvert, puisqu'il dispense à la fois la consultation du CSE, mais il dispense aussi du motif économique, il dispense des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et même il dispense aussi d'une expertise légale, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas d'accompagnement d'un expert dans ce cadre-là, contrairement à celui d'un PSE, ou comme on l'a vu tout à l'heure, celui sur un accord de performance collective où l'expert peut intervenir payé à 80% par l'employeur. Donc, c'est un accord, pourquoi pas, il est sur la base de départ volontaire, mais il ne garantit nullement
des propositions de reclassement interne, de congés de reclassement pour les plus de 1000 ou de CSP, congés sécurisation professionnelle pour les moins de 1000. Et on peut, mais ce n'est pas obligatoire, y négocier un congé de mobilité qui bénéficie de mesures sociales et fiscales intéressantes, enfin sociales surtout, sur les cotisations, des exonérations, et on peut l'y intégrer sans que ce soit obligatoire. Alors, toutes les indemnités de rupture, comme celle de l'accord de GEPP, bénéficient d'exonération fiscale et sociale, comme dans le cadre d'un PSE. Ça, c'est un point positif, mais si ça s'en tient qu'à ça, évidemment, là, il faut pour vous faire extrêmement attention sur le contenu, que ce ne soit pas un PSE au rabais, même si, évidemment, il part uniquement de départ volontaire. Donc, on ne peut pas y avoir de départ contraint, mais néanmoins, ces départs volontaires, il ne faudrait pas que ce soit avec des mesures d'accompagnement extrêmement minimalistes, alors qu'on peut faire, et on le verra, un plan de départ volontaire dans le cadre d'un PSE et du coup qui permet de bénéficier de toutes les mesures légales d'un PSE. Donc attention que ce ne soit pas un accord au rabais. Et ensuite, attention aussi à l'organisation cible pour l'après de l'entreprise. Puisque rupture conventionnelle collective, on va faire un appel plus ou moins large au départ volontaire. Si beaucoup de monde devait partir, c'est avoir en tête sur qui reste demain, quelle organisation demain et qui va faire quoi demain. Puisque le risque, c'est se retrouver à faire autant ou presque autant de travail, mais avec beaucoup moins de monde. Donc, quelles conséquences sur la charge de travail des uns ou des autres et globalement sur l'organisation, sur les compétences de l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'il y ait des trous dans la raquette au nom simplement d'économies futures sur la masse salariale. Donc ces éléments-là, les représentants du personnel, vous devez être vigilants aux mesures qui sont proposées de ce type d'accord, sachant que, comme on vous l'a dit, c'est à nouveau un accord majoritaire, vous n'êtes pas obligé de le signer. Et en face de ça, c'est pour quelle organisation demain, quelles compétences demain, attention à ne pas vider l'entreprise de sa substance, où elle se retrouverait à avoir du mal à réaliser l'activité qu'elle a, même si elle a moins d'activité. Et enfin, dernier outil que vous devez connaître, qui est un outil maintenant très ancien, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui couvre les licenciements collectifs, enfin économiques collectifs, au moins 10 emplois supprimés pour motif économique sous 30 jours, et son pendant qui s'est développé sur ces dernières années, qui est un plan de départ volontaire qui peut s'intégrer en amont d'un PSE, ou qui peut être autonome, c'est-à-dire qu'on lance un plan de départ volontaire avec les mesures légales d'un PSE, avec aussi les mesures fiscales et sociales d'un PSE. Donc, il y a des avantages pour l'employeur et pour les salariés en termes de cotisations sociales, donc qui sont moindres à payer, et en termes de régime fiscal, donc impôt sur le revenu pour tout ce qui est prime. Évidemment, PSE et PSE, plan de départ volontaire, autonome ou pas, est le type de dispositif le plus protégé aujourd'hui par le Code du travail, puisqu'il oblige un certain nombre d'éléments. D'abord, il oblige l'employeur à expliquer son motif économique et les difficultés économiques qu'elle a, qui justifient un PSE. Donc là, il faut qu'il y ait un motif économique. Ça peut être des difficultés économiques, ça peut être des mutations technologiques, une évolution importante. Nous, on n'était pas du tout sur tout ce qui est Internet, c'est Internet qui se développe, il y a une mutation, on a perdu de l'activité. Bon, mais il faut expliquer tout ça, pourquoi nous, on ne l'a pas fait, pourquoi on ne peut pas le faire. Ça peut être en motif réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Alors là, c'est vrai que ça concerne
des éléments un peu différents, un peu plus larges, on va dire, mais qui peuvent et qui doivent, selon nous, être analysés de près, et notamment, évidemment, par une expertise, puisque l'expertise, et là, pour le coup, elle est financée à 100%, elle permet de pouvoir mesurer ce motif économique de l'entreprise. Donc, et puis évidemment, dernier cas, cessation d'activité de l'entreprise. Là, pour le coup, les choses sont à la fois plus simples, même si on peut regarder pourquoi une cessation d'activité, puis quelle reprise possible d'activité, quelle évolution d'un site par rapport à CV de site, par exemple, est-il possible de faire. Donc, néanmoins, il peut y avoir aussi des éléments intéressants à regarder sur ce niveau-là. Alors, sachant que ce motif économique, il s'applique non plus au niveau, globalement au niveau transnational, mais sur le territoire national et au niveau du secteur d'activité qui le concerne quand on est au niveau d'un groupe et pas forcément l'ensemble du groupe. Cela dit, les moyens d'un PSE sont relatifs aux moyens du groupe dont on fait partie. Donc, si on a un groupe riche, le PSE se doit d'être généreux. Alors, ce PSE, c'est évidemment des suppressions de postes, au moins 10, et qui amène un plan de sauvegarde de l'emploi. Et lui, ce plan, ce sont des mesures pour faciliter le reclassement, à la fois interne quand on est au sein d'un groupe, ou externe au sein donc des entreprises, soit localement, soit avec de la mobilité et des mesures qui vont permettre de faciliter la mobilité des salariés avec un accompagnement financier, un accompagnement de cabinet de reclassement. Donc un certain nombre de mesures qui sont proposées dans ce cadre-là, que ce soit uniquement par des départs volontaires, c'est-à-dire volontaires qui seraient prêts à partir dans ce cadre-là, ou alors parfois des licenciements contraints s'il y a uniquement un PSE sans départ volontaire au départ, sans plan de départ volontaire au départ, ou alors si le plan de départ volontaire n'a pas été suffisant et qu'il est donc prévu, si ce n'est pas un plan de départ volontaire autonome, et qu'il est prévu néanmoins de supprimer l'ensemble des postes et donc d'avoir des licenciements contraints. Donc on supprime 50 postes, il y a eu 30 volontaires, donc c'est 30 qui partent dans le cadre du PSE, mais il reste encore 20 suppressions de postes, et là on va faire des licenciements contraints avec des critères d'ordre au sein de catégories professionnelles. Ce sont des éléments qui sont extrêmement structurés, qui se font d'une certaine façon, et là aussi, évidemment, des représentants du personnel se doivent faire, hein, que ce soit le CSE dans le motif économique, et si on est dans le cadre d'un document, d'un projet unilatéral de l'entreprise, c'est le CSE qui va avoir à discuter de toutes ces mesures-là. Et là, il peut se faire assister d'un expert, payé 100% par l'employeur, ou si la direction souhaite négocier avec les organisations syndicales représentatives, notamment sur toute la partie mesure sociale du plan, là aussi, on peut accompagner les organisations syndicales pour travailler et négocier les différentes mesures qui font partie du plan. Sachant que ces différentes mesures, ce sont des moyens financiers, mais ce sont aussi des modalités qui sont à expliciter, à bien préciser. Quand on fait un plan de départ volontaire, il commence quand, il se termine quand il y a un congé de reclassement ou un congé de sécurisation professionnelle, le CSP, qui est obligatoirement mis en place dans un cas ou dans l'autre, plus de 1000, moins de 1000, quand est-ce qu'il démarre, comment s'intègre le cabinet de reclassement dans ce processus-là, si une personne trouve un emploi ailleurs, ça ne marche pas, comment il est réintégré dans la procédure du PSE. Donc, toutes ces questions-là doivent être posées. C'est un travail assez important et nous, évidemment, on est là pour accompagner dans ce type de dispositif qui est toujours un dispositif assez difficile, hein, à la fois pour les directions, puisqu'elles licencient, mais évidemment et encore plus pour les salariés et les représentants du personnel. Donc voilà les différents outils. Peut-être deux mots et j'en termine là. C'est de dire que si avant il n'y avait que le PSE, c'était assez simple. Une direction, si ça n'allait pas, elle licenciait et elle lançait un PSE qui était assez protecteur. Aujourd'hui, les CSE et organisations syndicales vont vous retrouver en face d'outils
qui sont plus floues, plus larges, où on peut faire des choses diverses et variées, donc au sein des trois autres outils que je vous ai évoqués, hein, gestion des emplois et des parcours, rupture conventionnelle collective, et, euh, et puis Accord de performance les collective. accords de performance collective. Et là, on peut avoir des choses à la fois intéressantes, mais on peut avoir aussi des choses extrêmement minimalistes en termes de conditions de départ des personnes ou d'efforts qui seraient demandés aux personnes. Donc là, il faut être extrêmement vigilant, puisque depuis 2017, il y a ces nouveaux outils qui peuvent être d'ailleurs présentés avec des noms un petit peu différents, avec et avec un contenu et un discours de la direction qui n'est pas très clair sur finalement c'est quoi cet accord, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qu'on n'y met pas. Et donc, les organisations syndicales, il faut être extrêmement vigilant avant de signer ce type d'accord, notamment parce qu'on peut aujourd'hui remettre en cause un certain nombre d'éléments qui étaient avant de droit légal et qui sont devenus du supplétif, c'est-à-dire que la remise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux, comme des primes conventionnelles, comme le temps de travail, peuvent être remis en cause dans le cadre d'un accord, et même donc les rémunérations, hein, puisqu'un accord de performance collective, on peut baisser la rémunération jusqu'au minima conventionnel. Et le respect évidemment du SMIC. Hein. Donc on a une palette très large de possibilités aujourd'hui pour un employeur de remettre en cause des acquis sociaux. Alors si c'est dans le cadre très défini, sur un temps donné, avec des objectifs donnés, un suivi qui se fait dans le temps, pourquoi pas? Si c'est en revanche renoncer à ces acquis sociaux pour finalement avoir aucune contrepartie, aucun suivi des choses, là, c'est un retour en arrière qui pourrait être extrêmement difficile, à la fois pour les organisations syndicales elles-mêmes et puis évidemment pour les salariés qui sont derrière. Alors, on arrive à la fin de la première présentation. Philippe, tu départages peut-être ton écran pour que je puisse te prendre la main. Voilà. Merci. Le temps qu'on se calme, vous pouvez, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, poser vos questions dans le module questions et réponses hein, en bas de votre écran. Surtout, n'hésitez pas qu'on puisse y répondre avant qu'on passe à la seconde partie. Ou alors, on se garde un petit temps à la fin pour ramasser toutes les questions, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Voilà, alors évidemment, hein, c'est les points que j'ai évoqués. On pourrait en dire beaucoup plus. Là, c'est simplement un résumé, une synthèse donc rapide hein, pour vous donner quelques éléments. Si les uns ou les autres, vous deviez être confrontés à ce type de proposition d'échange avec une direction, là, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour qu'on puisse comprendre vraiment de quoi il s'agit et d'avoir les tenants et les aboutissants pour appréhender ce genre à la fois de négociation et de bien comprendre le contenu de ce que souhaite une direction par rapport à ces différents champs-là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran, Philippe? Alors oui, ouais, on l'a bien. Après, donc, voilà, le mettre en mode peut-être diaporama. Alors, comme d'habitude, voilà. Là, c'est bon? Non, là en mode classique, mais c'est pas grave, sinon hein, on voit, on a les diapos, les petites diapos à gauche. Oui, là, vas-y, peut-être, non? Ah, vous voyez que... Bon, sinon, ça. Non. Sinon, ouais. Bon. Alors on recommence, on l'a plus. On l'a plus, ouais. Voilà. Là, c'est bon? Ou toujours pas? Oui, si c'est bon, mais on l'a en double. On a avec la diapositive suivante, mais c'est pas gênant, on l'a en grand, c'est bien. Bon. Hop.
Voilà. Alors, on passe là, on a vu les entreprises, les outils de la restructuration. Donc là, c'est pour les entreprises qui ne sont pas encore en grande difficulté. Il y a d'autres outils qui… Ah oui, alors je suis un peu trop en avant. D'autres outils qui existent en fait pour restructurer les entreprises. C'est pour celles surtout qui sont face à des grandes difficultés de trésorerie. Sachant que pour nous, c'est un point d'attention majeur pour les représentants des salariés, c'est tous les signaux d'alerte que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises. Alors, ils sont divers et variés pour pouvoir anticiper des éventuels, ce qu'on appelle dépôt de bilan, donc redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Donc, il y a plusieurs éléments qui permettent de… Et donc, nous, on vous encouragera à poser les questions et à les suivre de manière très rapprochée. Mais d'ailleurs, dans tous les cas, même sur la partie qu'on vient de présenter, les éléments économiques sont assez essentiels. Donc là, vu le contexte, on vous conseillera de le suivre quasiment à chaque CSE plutôt qu'une fois par an sur la situation économique et financière. Mais pour les entreprises en grande difficulté, donc il y a les éléments d'environnement. Si vous voyez qu'il y a d'importantes, par exemple, procédures judiciaires en cours, il y a des nombreux litiges avec des salariés, les clients, les fournisseurs, qu'on met fin, par exemple, au développement, à la recherche et développement pour faire face, par exemple, aux évolutions de l'environnement. Ça, c'est des signaux d'alerte que vous devez prendre en compte de manière sérieuse. Vous avez aussi, sur tout ce qui concerne l'activité et l'exploitation, alors si vous faites face à des pertes de marché importantes, si vous êtes très dépendant à un seul client, par exemple, là, vous allez certainement rencontrer une sous-activité importante avec des baisses de carnet de commandes. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en difficulté de trésorerie. Si votre entreprise a des marges de manœuvre et a accumulé suffisamment de réserves les années passées, ce n'est pas forcément un signe de dépôt de bilan, mais c'est un signe d'alerte. Tout comme la dégradation de résultats et puis des prévisions de pertes qui peuvent être assez significatives pour l'année en cours, l'année à venir. Au niveau de la situation financière, si vous entendez parler de capitaux propres négatifs, de situation de trésorerie négative, évidemment, le retard de paiement des salaires des fournisseurs est un indicateur assez fort. Quand vous devez payer les fournisseurs au déchargement de la matière première, par exemple, ça, c'est un signal assez fort que vous êtes en grande difficulté de trésorerie. Et puis, si on commence à stopper complètement les investissements ou à céder les outils de production dans des formes, par exemple, de ce qu'on appelle de leaseback, l'idée, c'est de récupérer de la trésorerie, et bien là, c'est aussi des signaux assez importants. Dernier élément, c'est tout ce qui est management, organisation. Alors, si vous voyez une valse du management, des départs avec perte et fracas des grands directeurs, là, c'est un signe assez important aussi de grandes difficultés. Et puis, par exemple, vous avez un recours massif à la sous-traitance, vous n'avez plus recours à l'intérim. Des éléments assez forts qui permettent de dire que vous êtes en grande difficulté. Alors, il y a eu des mesures exceptionnelles et nous, ce qu'on voit, des mesures exceptionnelles pendant la crise, tous les fameux PGE, donc les prêts garantis par l'État avec des taux d'intérêt assez bas. Bon, il y a eu les mesures d'activité partielle qui permettent de ralentir également les difficultés, des reports de charges sociales. Il y a eu les plans de relance dans des filières, sur la filière auto, la filière aéro, alors qui paraissent assez conséquents, mais qui souvent concernent quand même en majeure partie des grands acteurs. Et puis quand on regarde dans le fond, sur les petits sous-traitants, par exemple, ça ne leur apporte pas grand-chose. Donc là, sur cette période-là, ça a permis d'éviter des défaillances à court et moyen terme. Et on pense que surtout, les défaillances d'entreprise, aujourd'hui, elles sont
si on compare par rapport à l'année 2019, elles sont beaucoup moins nombreuses, hein, hormis quelques cas emblématiques. Hein, vous avez entendu parler de la Halle ou de Camaïeu. Pourtant, on pense qu'il va y avoir deux vagues de défaillance d'entreprises, c'est-à-dire en automne 2020, quand il y aura eu la fin des reports de paiement de charges, par exemple, hein, et de crédits, qui vont occasionner des nouvelles difficultés de trésorerie. Et puis également à compter du deuxième trimestre 2021 avec l'arrivée à échéance des PGE. Donc là, on pense que le plus dur est évité en termes de dépôt de bilan, mais qu'il y aura certainement deux vagues, la fin d'année et puis premier semestre de l'année prochaine. Alors, à partir de quand on considère qu'une entreprise est en difficulté? Alors, le Code du commerce définit la notion d'état de cessation de paiement. Alors, un état de cessation de paiement, c'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus payer et vos salariés et vos banques, par exemple, ça se mesure avec en face si vous avez suffisamment de liquidité de l'autre côté pour pouvoir rapidement rembourser ça. Si c'est pas, ou alors, si vous avez aussi, vous pouvez avoir des stocks cessibles rapidement, quand on dit liquidité, ou des créances recouvrables rapidement, un client qui doit vous payer rapidement, ça vous permet de faire face à votre endettement. Si vous n'avez pas ça, et ben là, on dit que vous êtes en état de cessation de paiement. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que par exemple, vous avez beaucoup d'immobilier. Typiquement, l'immobilier, ce n'est pas de l'actif disponible rapidement. Donc, vous pouvez avoir un super terrain dans le Pays Basque. Tant que vous ne l'avez pas vendu, vous ne pouvez pas rembourser vos dettes. Et du coup, vous êtes en état de cessation de paiement. Sachant que cette notion-là, c'est plutôt une notion de trésorerie. Hein. C'est même une notion de trésorerie davantage qu'une notion comptable. Quand vous êtes en état de cessation de paiement, le dirigeant doit faire une déclaration au greffe du tribunal du commerce ou du tribunal judiciaire. Et du coup, l'état de cessation de paiement, c'est le point de départ de deux procédures que vous connaissez, hein, qui sont le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Alors, on va surtout rentrer dans ces deux procédures-là, même s'il y en a d'autres qui existent. Petit point lié au Covid, c'est que les ordonnances du mois de mars 2020 ont modifié un peu ce lien entre la cessation de paiement et le déclenchement d'une procédure de redressement judiciaire. C'est-à-dire qu'on va neutraliser cette période Covid jusqu'au 10 octobre 2020. L'idée, c'était que s'il y avait un état de cessation de paiement qui survenait après le 12 mars, aucun créancier ou fournisseur ne pouvait assigner en fait l'entreprise et la mettre au tribunal Philippe, tu me complètes, je fatigue, pouvait donc mettre au tribunal, sachant que, alors je suis allée un peu vite sur cette partie-là, mais quand on dépose le bilan, en fait, ça peut être soit le dirigeant qui va déposer le bilan, ou alors l'ouverture de la procédure peut se faire également par un créancier. Donc là, le Covid a permis de neutraliser cette période. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas des procédures collectives en cascade, et on apprécie du coup cet état de cessation de paiement uniquement à partir du 12 mars. Oui, en fait, ça s'arrête justement au 12 mars, c'est-à-dire, comme le disait auparavant Aurélie, c'est qu'il y a une notion juridique dans la cessation de paiement. C'est quand on compare un passif et un actif disponible. Si ça n'est plus respecté, on est en cessation de paiement. Et donc là, l'État a dit, au 12 mars, on arrête cette analyse-là, on la reprendra uniquement après la crise du Covid-19. Ce qui fait que les tiers, des fournisseurs par exemple qui ne seraient pas payés, des banques qui ne seraient pas payées, ne peuvent pas demander une procédure de redressement judiciaire parce qu'il y a cessation de paiement. Donc en fait, cette notion de cessation de paiement a été mise de côté, mise entre parenthèses, sauf s'il y avait une demande de la direction elle-même, mais pas par des tiers.
Et donc ça jusqu'au 10 octobre. Et donc après le 10 octobre, là, on reprendra sur un modèle classique où les entreprises ont des obligations donc vis-à-vis de leurs fournisseurs, de leurs banques et doivent les payer. Et s'ils ne peuvent pas, il y a les procédures qu'on va voir tout de suite. Alors, du coup, sur les dispositifs multiples, alors on dit protection des entreprises, puisque effectivement ces procédures-là visent à les protéger. On va voir comment. C'est qu'il y a plusieurs procédures. Alors, vous avez avant la cessation de paiement, qui sont des procédures confidentielles pour parties qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Donc là, c'est quand vous pouvez rencontrer certaines difficultés pour rembourser vos dettes, par exemple. Vous pouvez négocier de façon confidentielle, mais auprès du tribunal, avec l'aide d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur, en fait, des échelonnements de remboursement. Alors ça, la difficulté pour les représentants des salariés, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'information, de consultation du CSE, et vous êtes rarement au courant sur ce sujet-là. Et puis après, on a des procédures qui sont également auprès du tribunal, mais qui, elles, sont publiques. Donc, ce qui sont, alors avant la cessation de paiement, les procédures de sauvegarde, il y en a 3, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et après la cessation de paiement, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Alors, avant la cessation de paiement, sur les procédures de sauvegarde, vous avez plusieurs prérogatives en tant que représentant des salariés. C'est que déjà, si vous êtes en sauvegarde, votre direction doit vous informer, consulter au niveau du CSE pour vous informer sur la marge générale de l'entreprise. Vous avez des possibilités de recours à l'expert pour analyser la situation économique et financière. Vous pouvez également demander quand vous êtes si vous pressentez des éléments et que vous n'avez pas forcément de documents qui vous permettent de valider, de rencontrer le commissaire aux comptes pour qu'il vous explique la situation de l'entreprise. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les possibilités de procédure d'alerte économique, qui est une procédure que le CSE peut lancer quand il a connaissance de faits préoccupants de nature à remettre en cause ou l'exploitation de l'entreprise ou avec des impacts forts pour les salariés. Après la cessation de paiement, vous devez également être informé, consulté sur les différentes étapes de la procédure. Alors, avant l'ouverture de la procédure, sur ce qu'on appelle le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire, qui lui, une fois qu'il est nommé, va faire un point sur la situation de l'entreprise. Et puis, on doit aussi également vous demander votre avis sur le plan de redressement qui va être proposé, sur les offres de cession, et puis si il y a dans les plans de redressement ou dans les offres de cession des projets de licenciement économique. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'un représentant du CSE est présent à chaque audience de la procédure. Donc, vous avez un rôle à jouer qui est très important sur ce point. Alors, il y a 3 chemins possibles quand votre dirigeant va au tribunal de commerce pour dire « je suis en cessation de paiement », il va y avoir un jugement d'ouverture. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du tribunal? Si on considère que les difficultés de l'entreprise, elles ne sont pas si graves que ça et elle a des possibilités de retour assez faciles, on va plutôt faire une procédure de sauvegarde. Il va y avoir une période d'observation et à la fin, un plan de sauvegarde. Puis, il y a un autre chemin possible. Alors là, c'est un peu le chemin liquidation judiciaire directe. Alors, généralement, jusqu'à présent, ça ne se passait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on passait quand même forcément par la case redressement judiciaire. Là-dessus, on attire votre attention sur le fait que là, depuis 1 ou 2 mois, les dirigeants ont tellement attendu pour afficher leur état de cessation de paiement auprès du tribunal qu'il n'est pas impossible que vous passiez même pas par la case redressement judiciaire. Donc là, vous avez un rôle à jouer justement pour anticiper et qu'il ne soit pas trop tard en fait quand votre directeur arrive au tribunal. Sinon, alors c'est quand même pas le cas plus classique, souvent il y a un jugement d'ouverture et vous êtes placé en redressement judiciaire avec une période d'observation et à la suite de cette période d'observation, un plan de cession ou un plan de continuation.
Donc, ce dépôt de bilan est soit à l'initiative du dirigeant, des créanciers, alors hors période Covid, qui peuvent saisir directement le tribunal de commerce. J'ai vu qu'il y avait des questions qui s'affichaient. Philippe, tu regarderas. Oui. Alors, pourquoi on dit que ça peut être aussi un moyen de donner des marges de manœuvre à l'entreprise, ces procédures, c'est que quand vous pouvez vous solliciter en fait le tribunal de commerce pour placer l'entreprise en état de cessation de paiement, qu'est-ce qui se passe? On va arrêter en fait les dettes. Vous n'avez plus à payer vos fournisseurs. Les clients continuent de vous payer et l'assurance de garantie des salaires, l'AGS, paye en fait jusqu'à 45 jours de salaire aux salariés de l'entreprise. Donc, c'est un moyen pour nous de retrouver une bouffée d'air en fait pour pouvoir se poser un petit peu et puis voir comment on redresse l'entreprise, c'est l'objectif de ces procédures, dans un moment où elle est prise à la gorge et donc on stoppe ses dettes le temps qu'elle retrouve un peu de cash. Alors, le rôle des AGS, je vois que le temps tourne, mais le rôle des AGS, on va y passer assez rapidement. C'est que cette assurance de garantie des salaires, elle va prendre en charge les rémunérations dues aux salariés, les indemnités résultant de la rupture des contrats de travail, l'intéressement et la participation. Elle va prendre également les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, ça, c'est un élément souvent qui est assez utilisé aussi par les entreprises qui s'arrangent généralement pour déposer le bilan à un moment qui est propice, c'est-à-dire ou en toute fin de mois, tout début de mois, pour que le mois de salaire à venir soit pris en place, en charge par les AGS. Ça, on va y passer un peu rapidement. Donc, sachez qu'aussi, quand vous êtes dans ce cadre de procédure, vous pouvez être confronté également à des plans de sauvegarde de l'emploi. La difficulté, c'est que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes délais qu'un plan de sauvegarde classique. Ça peut se faire en une seule réunion, même si l'information consultation du CSE est obligatoire. En une réunion, un plan de sauvegarde de l'emploi peut être décidé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avec des moyens, oui, qui peuvent être quand même très, très limités, puisque l'entreprise est dans une situation de trésorerie généralement assez exsangue. Oui, je suis allée un peu vite. Alors, dernier point peut-être, sur s'il devait y avoir un plan de cession de l'entreprise. Alors, les représentants des salariés ont un avis à donner en fait sur le repreneur. Ils vont être également auditionnés auprès du tribunal pour savoir quel est leur choix. Alors, il y a des critères, c'est le Code du commerce qui définit en quoi une offre de reprise peut être valide ou pas. Et donc, le tribunal va s'attacher à regarder déjà la pérennité et la solidité du projet de reprise, le nombre de salariés repris et le prix payé par le repreneur. Donc ça, ce sont les principaux éléments. Alors nous, effectivement, quand on regarde, quand on vous appuie dans ce type de procédure, on va regarder et surtout les deux premiers éléments. Il peut y avoir tout un tas de repreneurs, souvent il y en a 5, il y en a 10, il y en a 15, avec des projets qui sont assez différents. Et donc l'idée, c'est que quand il y a un projet de reprise, c'est bien que la société puisse être pérenne, solide et que le nombre de salariés repris soit maximum. Donc là, les représentants des salariés donneront leur avis également auprès du tribunal de commerce. Ils ont aussi la possibilité de rencontrer, d'ailleurs c'est souvent un souhait des repreneurs, de les rencontrer pour discuter du projet de reprise et du coup argumenter sur le fait que par exemple le nombre de salariés repris n'est pas suffisant au regard de l'organisation de l'entreprise, ça on le voit assez souvent. Et puis les représentants des salariés peuvent également contribuer ou porter un projet de reprise par les salariés, par exemple en société coopérative. Donc, un rôle à jouer qui est très important dans le cadre de ces projets.
Alors, effectivement, on termine là-dessus d'ailleurs. C'est un contexte assez difficile qui nécessite d'être inventif. Donc déjà, il va falloir un peu jouer à l'inspecteur et aller chercher de nombreux indices auprès des salariés, des clients, des fournisseurs pour savoir où on en est. Vous pouvez demander dans ces contextes-là à rencontrer les actionnaires aussi pour pouvoir avoir une vision assez claire de ce qu'ils comptent faire. Derrière, il y a tout un tas d'acteurs que vous pouvez solliciter, les commissaires au redressement productif, le procureur de la République, les collectivités locales pour faire entendre votre voix et attirer l'attention des pouvoirs publics sur votre situation. Alors ça, c'est jamais facile, mais effectivement, il y a du coup des actions de lobbying qui sont assez parfois recommandées pour provoquer un dépôt de bilan et rechercher un repreneur. Quand vous avez un actionnaire, par exemple, qui s'en va et vous voyez qu'il va partir, donc là, vous avez un rôle très fort. Et puis derrière, il va falloir que vous informiez de façon assez régulière les salariés concernant la situation de l'entreprise. Et puis, vous pouvez aussi avoir un rôle à jouer dans la recherche de repreneurs, l'analyse de projets et faire des contre-propositions ou, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de reprendre votre entreprise sous forme de coopérative. Donc, c'est des contextes qui sont assez forts et qui nécessitent d'être inventifs dans la situation à venir. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, du coup, il y avait quelques questions. Alors peut-être, je rajouterais juste une ou deux choses. Donc, c'est avoir bien en tête qu'il y a ces deux grandes procédures collectives. L'une qui est donc la sauvegarde, qui est à l'initiative du dirigeant parce qu'il est en difficulté économique. Donc, avant cessation de paiement, il y a celle où il se retrouve en dépôt de bilan et donc redressement judiciaire, alors voire liquidation judiciaire. Ce sont deux procédures qui ont pour l'employeur l'énorme avantage tu l'as dit un petit peu, mais je ressouligne ce point, de geler les dettes. Donc, c'est une situation où l'entreprise qui se retrouve à un moment donné avec beaucoup de dettes, soit de court terme, elle doit beaucoup d'argent à ses fournisseurs, elle doit à ses banques, ça va la protéger pour pouvoir geler pendant un temps qui peut être assez long. On peut voir des fois des gels sur 10 ans, où finalement, elle va se remettre avec une trésorerie une trésorerie nette, après dette, bien meilleure. Et donc, c'est une façon de repartir. Cela dit, donc, le bémol, c'est que c'est évidemment lié à des difficultés économiques, voire cessation de paiement. Et donc, vous avez un rôle à jouer parce que rien n'est clair sur l'avenir. Soit ces difficultés sont énormes et finalement, ça va être tôt ou tard la liquidation judiciaire. Donc, vaut mieux anticiper, préparer les choses, même vis-à-vis des salariés qui vont évidemment poser un certain nombre de questions. Et sinon, comme ça a été dit à plusieurs reprises, des possibilités soit de cessation d'activité, soit de reprise d'activité qui peuvent être partielles ou plus globales, un plan de continuité où vous allez pouvoir, enfin vous devez vous être informé, consulter sur le sujet. Il y a la partie tribunal du commerce également, où vous allez pouvoir et devoir regarder les choses de près et finalement vous faire un avis. Est-ce que l'entreprise elle a des chances de repartir? Est-ce qu'elle a des chances de repartir avec un plan social, avec des pertes d'emploi ou au contraire de repartir plus globalement parce que c'était simplement un passage difficile, mais le gel de ces dettes va pouvoir finalement permettre de repartir d'un bon pied. Il y a tous ces éléments-là à essayer de comprendre parce que évidemment c'est une situation du coup difficile et qu'il va y avoir beaucoup de questions des salariés et vous avez un rôle à la fois d'essayer de comprendre les choses et puis, comme ça a été dit, de pouvoir intervenir s'il y a des repreneurs, qu'est-ce qui est proposé et s'il y a des cessations d'activité, à qui c'est vendu, pour faire quoi, il y aura des transferts de personnel, combien de personnes, quel avenir pour eux. Donc, il y a tout ça à regarder. Sur la partie question, il y avait une question concernant
Alors, elle est intéressante, c'est dire, quand une direction lance un PSE, est-ce qu'on peut proposer, enfin vous, l'expert, une autre forme de restructuration? C'est-à-dire soit un accord de performance collective, plutôt que de licencier, dire on est prêt à faire des efforts, nous les salariés, ou un accord de rupture conventionnelle collective. Alors, pour ce qui est d'un accord de rupture conventionnelle collective par rapport à un PSE, moi, je dirais qu'il vaut mieux un plan de départ volontaire dans le cadre d'un PSE parce que finalement, il est plus sécurisé qu'un accord de rupture conventionnelle collective qui est très peu sécurisé. On peut faire partir des gens, mais de façon volontaire, pas de licenciement contraint, contrairement au PSE qui permet les licenciements contraints. Les accords de rupture conventionnelle collective, on peut y mettre un certain nombre de mesures extrêmement minimalistes. Pas de cabinet de reclassement, pas de congé de reclassement pour les plus de 1000. On peut ne pas mettre de budget pour la formation, pour la création d'entreprises. Donc, il y a beaucoup. On peut être extrêmement minimaliste. Donc, attention aux accords de rupture conventionnelle collective. Pourquoi pas, mais pourquoi pas si les mesures sont fortes. Mais autant mettre un plan de départ volontaire dans le cadre d'un PSE, nous, c'est ce qu'on peut recommander. Après, est-ce qu'il vaut mieux un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi et donc des licenciements économiques, ou faire un accord de performance collective où il y aurait un maintien de l'emploi moyennant des efforts des salariés? Là, ça, c'est une vraie question de fond qui est à regarder au cas par cas. Il ne peut pas y avoir, je pense, de réponse uniforme en disant il vaut mieux l'un, il vaut mieux l'autre. Effectivement, pourquoi pas un accord APC si les perspectives de retour à meilleure fortune paraissent fortement probables. Si finalement c'est pour laisser l'entreprise s'enliser, demander des efforts et finalement fermer la boutique, je pense que autant faire un PSE tout de suite, en plus tant qu'il y a des moyens dans l'entreprise, et pas attendre que ça aille très très mal et d'avoir laissé mourir l'entreprise. Donc la vraie question à chaque fois, c'est de se dire, il y a un projet qui nous est présenté, un projet d'accord de performance collective ou un PSE ou une rupture conventionnelle collective. Qu'est-ce que ça va changer? Enfin, quelle est la situation actuelle de l'entreprise et qu'est-ce qui va changer le fait d'appliquer soit les efforts de salariés, baisse de rémunération, évolution du temps de travail, mobilité géographique ou professionnelle, ou alors des suppressions d'emplois? Est-ce que ça va améliorer la situation réellement pour repartir demain, ou est-ce que c'est une première phase et finalement il va y avoir une seconde, puis une troisième jusqu'à la mort de l'entreprise? Alors on ne peut jamais dire les choses à 100%, c'est l'un ou c'est l'autre, mais on peut quand même donner un certain nombre, en tout cas nous experts, d'indications qui permet de dire oui, des efforts sont possibles et a priori ça devrait aller mieux dans 1 ou 2 ans. Et d'ailleurs, on peut intégrer, pourquoi pas, mettre des primes pour ceux qui ont fait des efforts pour compenser les efforts qui ont été faits, si ça va mieux, aux salariés qui ont fait des efforts. Il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment à regarder au cas par cas et il est très difficile d'en faire des généralités qui seraient valables pour tout le monde. Alors, il y a une deuxième question, je vais y répondre à celle-là. Quand on est placé en redressement judiciaire, l'AGS paye automatiquement un mois de salaire de tous les salariés. Les AGS, oui, elles prennent 45 jours de salaire lors de la mise en redressement judiciaire. Ensuite, il n'y a plus de garantie des salaires puisqu'on on considère, si on est en redressement judiciaire et sur la période d'observation, que l'entreprise doit être en mesure en fait, de payer les salaires avec l'arrêt, avec le gel des dettes. Si ce n'est pas le cas, en fait, souvent, c'est directement la case liquidation judiciaire. Mais l'AGS prend bien en compte, en fait, ces 45 jours de salaire lors de l'ouverture de la procédure. 45 jours maximum. Voilà. Il y a une autre question. Alors, est-ce que l'expert pour nous aider pour savoir ce qu'il vaut mieux proposer en fonction de la situation de l'entreprise et pour négocier? Oui, c'est bien l'objectif du recours à l'expert, sauf si vous maîtrisez complètement en fait la situation de votre boîte, c'est
vous donner en fait des éléments en termes de situation et surtout en termes de marge de manœuvre. Hein. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire ou pas suivant sa situation pour pouvoir négocier. J'imagine que ça concerne notamment plutôt la première partie sur les mesures de restructuration. Mais effectivement, c'est bien le rôle de l'expert de vous donner des billes hein, sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez demander, est-ce que l'entreprise a les moyens de le faire. Oui, et d'ailleurs, même sur le reste, sur les procédures collectives, hein, par exemple, donc ça, on le fait quand il y a des repreneurs. Il peut y avoir plusieurs repreneurs, tu le disais tout à l'heure, Aurélie, avec des projets différents. Certains peuvent reprendre toute l'entreprise, mais avec des suppressions d'emplois. Certains veulent reprendre une partie de l'activité, sachant que d'autres, peut-être, seraient susceptibles de reprendre d'autres activités de l'entreprise. Et donc, il peut y avoir des multi-reprises, en fait, hein, plusieurs reprises pour une entreprise, mais de façon partielle, un peu par activité. Et ça, nous aussi, on accompagne les représentants du personnel dans les rencontres avec les repreneurs pour les aider aussi à poser les bonnes questions, à pouvoir aussi regarder ensemble les documents qu'ils peuvent donner aux représentants du personnel, à savoir un petit peu, voilà, éventuellement un business plan qu'ils proposent, mais assez simplifié, hein, mais ils proposent parfois des perspectives, quel type d'activité va se développer, comment ils voient l'organisation de l'entreprise qui peut être que partielle à un moment. Et donc, nous, on peut aider évidemment à poser un certain nombre de questions. Et s'il doit y avoir des licenciements dans ce cadre-là, là aussi, on peut accompagner pour quelles mesures peuvent être prises, qu'est-ce qui est proposé dans le cadre de ces licenciements, parce que même si ça peut aller vite au niveau du PSE, après, ça se négocie aussi avec l'administrateur judiciaire hein, pour prendre un petit peu de temps. Et il peut y avoir néanmoins quelques moyens quand même qui peuvent être mis sur la table, notamment si derrière, il y a des projets de reprise avec des ventes qui peuvent ramener de l'argent et qui peuvent servir aussi à financer le PSE pour ceux qui seraient licenciés. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Du coup, on a largement dépassé le temps. Donc, si vous avez repéré hein, dans vos entreprises des difficultés particulières par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, on vous invite à nous contacter hein, directement pour qu'on puisse faire un petit point un peu personnalisé avec vous hein, et voir comment on peut vous appuyer, quelles sont les bonnes questions à poser. Et puis pour les autres, vous pouvez retrouver, donc, comme on l'a dit en début de webinaire, cette présentation sur notre site, ce replay sur notre site à partir de la semaine prochaine. Et puis si vous souhaitez obtenir en fait hein, la présentation PowerPoint qu'on vous a faite, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous l'enverra rapidement. Voilà, on vous remercie et puis on vous souhaite une très bonne journée et plein de prérogatives économiques pour les représentants des salariés. Merci à tout le À monde. bientôt. Au revoir. Au revoir.